Vous souvenez-vous de ce film pour adolescents qui, grâce à une histoire de pizza, de costumes de pirates et de petits boulots dans un centre commercial, a propulsé par hasard des carrières à succès et plusieurs Oscars? En 1982, Fast Times at Ridgemont High est sorti en salle grâce à Universal Pictures. Ce qui semblait être une simple comédie lycéenne ensoleillée, classée R, s'est transformé en un témoignage générationnel. Réalisé par Amy Heckerling et écrit par Cameron Crowe, le film mettait en scène une distribution alors inconnue, comprenant Sean Penn, Judge Reinhold, Jennifer Jason Leigh, Forest Whitaker et, furtivement, Nicolas Cage. À l'époque, juste une bande de jeunes qui traînaient au centre commercial. Rétrospectivement, la promo 82. Mais derrière les jantes customisées, les Camaros détruites et le plan en 5 points de Deaune, se cache une foule d'anecdotes bizarres que la plupart d'entre nous ignoraient. Aujourd'hui, on vous présente 15 faits insolites sur Fast Times at Ridgemont High. Et restez avec nous pour le premier, car il implique du journalisme d'infiltration, un vrai lycée et le moment qui a rendu ce film tellement réaliste. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour éviter de finir comme Brad Hamilton, déguisé en pirate derrière une friteuse. Et dites-nous en commentaire à quoi vous pensez en premier quand on parle de temps rapide. La promotion 82 des Oscars. Le type qui se cogne la tête avec une basket finira par remporter 2 Oscars. Incroyable, non? Personne ne l'avait vu venir. Fast Times at Ridgemont High était censé être une comédie pour ados sur les hormones, la livraison de pizza et les choix de vie discutables. Et pourtant, contre toute attente, le film a servi de tremplin à 3 futurs lauréats des Oscars. Sean Penn, alias Jeff Spacoli, commandait des pizzas pour la classe de Monsieur Hahn et transformait un surfeur de pierre en l'un des personnages les plus cultes de la décennie. Désolé pour le retard. Ce nouvel emploi du temps est vraiment déroutant. Des années plus tard, Mystic River et Milk lui vaudraient 2 Oscars. Mais en 1982, il n'était que le type en mocassin à carreaux. Forest Whitaker, lui, était Charles Jefferson, anéantissant calmement une équipe de football après que sa Camaro ait été détruite. Elle est furieuse. Cette rage sourde était déjà présente bien avant que le dernier roi d'Écosse ne lui vaille l'Oscar du meilleur acteur. Et puis, il y a Nicolas Cage, non crédité au générique, qui apparaît en arrière-plan dans le rôle d'un des copains de Brad. Il a déclaré plus tard avoir auditionné pour le rôle, mais sans succès. Un refus qui semble presque poétique, compte tenu de la carrière totalement imprévisible qui a suivi, notamment un Oscar pour Leaving Las Vegas. Ce n'était pas un film à grand spectacle, ce n'était pas un film indépendant chouchou du festival de Sundance, c'était un film pour adolescents se déroulant dans l'ère de restauration d'un centre commercial. La plupart des films de ce genre lancent des répliques cultes. Celui-ci a lancé 3 carrières oscarisées. Le rebelle d'All American Burger. Avant que Top Gun ne le transforme en rebelle et que Risky Business ne le fasse glisser en sous-vêtements sur le parquet, Tom Cruise a auditionné pour le rôle de Brad dans Fast Times at Richmond High. Il était encore adolescent, tout juste sorti de l'adolescence et dégageait déjà cette intensité contenue, légèrement terrifiante. L'intensité qui permet de lancer des franchises à des milliards de dollars, pas celle qui vous vend un sandwich au poisson sans sourciller. Et c'était là le problème. D'après des témoignages ultérieurs, les réalisateurs estimaient que l'intensité de Cruise ne correspondait pas à l'énergie décontractée et légèrement maladroite que Brad Pitt recherchait. Cruise était trop investi. Brad méritait d'être humilié. Cruise a donc refusé et est devenu la plus grande star de cinéma au monde. Puis est arrivé Judge Reinhold, qui a insufflé à Brad l'énergie typique de l'homme ordinaire des années 80. Le genre d'acteur capable de rendre la crise de nerfs du capitaine Crochet à la fois douloureusement hilarante et crédible. Reinhold a fait de Brad le personnage pour lequel on avait envie de se battre parce qu'on s'était reconnu en lui. Cruise aurait fait de Brad le type qui vous inspirait une légère crainte. Un seul choix de casting.
deux chronologies complètement différentes. L'audition qui n'a jamais eu lieu. Et le personnage, il ne l'a jamais quitté. Lorsque Sean Penn est entré pour rencontrer la metteuse en scène Amy Heckerling pour Fast Times at Ridgemont High, il n'a pas ouvert de scénario. Pas de lecture à froid, pas de monologue forcé. Non, merci pour l'opportunité. Je me sens vraiment proche de ce personnage. Il a dit en substance, « Je le connais, ce type. » Et c'était vrai. Penn est arrivé comme s'il revenait tout juste de la plage, les pieds encore pleins de sable. L'alchimie était telle que Heckerling a confié plus tard l'avoir su presque instantanément. C'était Spicoli. Il s'est rapidement imposé comme une évidence. Pas besoin de longues auditions. Et puis, il n'est jamais revenu. Dès le premier jour, Penn restait dans son personnage entre les prises. Il insistait, paraît-il, pour que l'équipe l'appelle Jeff, hors caméra, à midi, systématiquement. D'après les témoins sur le plateau, si vous l'appeliez Sean, c'était peine perdue. Mais si vous l'appeliez Spicoli, vous aviez droit à une petite balade et à cette fameuse vague de surf au ralenti. Ses partenaires se demandaient s'ils étaient face à un génie ou à un type qui avait complètement bronzé sous le soleil californien. C'est probablement un peu des deux. C'est d'autant plus drôle que Penn va devenir l'un des acteurs les plus intenses de sa génération. Mais à ce jour, Spicoli reste l'un de ses personnages les plus célèbres et les plus reconnaissables. « Hey mon pote, qu'est-ce que c'est ce qui ne va pas? »« Et aloha, Monsieur Hand. Hey mon pote, on fait la fête. » Il a traversé des décennies de rôles prestigieux. Penn est entré dans cette réunion en tant que Spicoli, n'a jamais cessé d'être Spicioli. Et 40 ans plus tard, le monde ne le laisse toujours pas oublier qu'il est Spicy. L'indifférence de Led Zeppelin. On pourrait croire que si vous étiez le jeune journaliste qui a fait la tournée avec Led Zeppelin dans les années 70, celui qui vivait pratiquement dans le bus de tournée, vous auriez eu droit à un petit coup de pouce quand vous auriez besoin d'un service. Il s'avère que non. En 1982, Cameron Crowe n'était pas un simple fan mendiant. Il avait écrit un article sur le groupe pour Rolling Stone. Il avait passé du temps en tournée avec eux. Il avait des anecdotes et des souvenirs. Sans doute aussi quelques badges d'accès aux coulisses qui traînaient encore dans un tiroir. Alors, lorsqu'il a composé la bande originale de Fast Times at Ridgemont High, il voulait naturellement du Led Zeppelin. Des riffs puissants, une énergie débordante, parfait pour cette ambiance californienne, fenêtres ouvertes, début des années 80. Logique, non? Eh bien non. En 1982, Led Zeppelin traitait son catalogue comme un trésor inestimable. Pas de publicité, pas de film au hasard. Le groupe, avec son manager réputé pour sa fermeté, Peter Grant, protégeait jalousement sa musique. Les tournées en bus de Crowe n'ont pas convaincu. Porte fermée, riff refusé. Crowe a donc changé de cap et trouvé d'autres morceaux. La bande originale fonctionnait encore, mais imaginez un peu un morceau de Led Zeppelin résonnant sur le parking du lycée de Ridgemont. Voilà un scénario alternatif de 1982 que nous avons failli vivre. On pourrait passer son adolescence en tournée avec l'un des groupes les plus bruyants de l'histoire du rock. Mais quand le service des licences refuse, on n'est qu'un simple particulier qui demande la permission. Même les légendes du rock doivent remplir des formulaires. La chaussure qui a fait le buzz sur Internet avant même l'existence d'Internet. Sean Penn a contribué à façonner le look décontracté de surfeur de Spicoli dans Fast Times at Ridgemont High. Mon père est réparateur de téléviseurs. Il a notamment choisi les Vans Slip-On à damier noir et blanc qui allaient devenir l'emblème du personnage. À l'époque, Vans était profondément ancré dans la culture skate du sud de la Californie. Si vous ne passiez pas vos journées à skater dans les rues de Long Beach ou à traîner à Venice Beach, il y a de fortes chances que vous n'y ayez jamais prêté attention. C'était une marque de niche, le genre de chaussures qu'il fallait connaître pour connaître. Puis, le film Fast Times est sorti au cinéma et tous les jeunes, du Maine au Montana, ont soudainement voulu ces slip-on. Voici une petite démonstration. Écoutez bien.
Le film a offert à Vans une visibilité nationale exceptionnelle. Tout cela parce qu'un acteur a décidé que ses chaussures correspondaient parfaitement au style de Spacoli. Et le plus étonnant, c'est qu'aucun accord de placement de produits officiel n'a été établi. Ni contrat de sponsoring, ni stratégie marketing. Penn a en quelque sorte offert à Vans une publicité de 90 minutes entièrement gratuite. Plus de 40 ans après, on trouve encore ces mêmes mocassins à damier dans tous les centres commerciaux américains. Vans doit à Sean Penn une statuette de pizza ou au moins une réserve à vie de bâtonnette de fromage. Un acteur, un choix vestimentaire, une paire de chaussures qui est devenue la chaussure emblématique de toute une décennie. Le lieu mythique, la galerie marchande de Sherman Oaks. La réalisatrice Amy Heckerling ne voulait pas d'un centre commercial factice ni d'un studio de tournage. Elle voulait le cœur même de la vallée. Les escalators, les néons, le chaos de l'ère de restauration, tout y était. Ils ont donc filmé à l'intérieur de la véritable galerie marchande, en pleine activité. Ce qui signifie que certains des figurants étaient peut-être de vrais clients de 1982, se demandant sincèrement ce qui se passait près du bar à Orange. Les scènes intérieures d'All American Burger ont en réalité été filmées en studio, et non à l'intérieur même de la Galleria. En revanche, les plans extérieurs et ceux du centre commercial ont été tournés sur place, et l'énergie de la Galleria imprègne chaque scène qui s'y déroule. Les décorateurs ont si bien réussi à recréer l'ambiance que la plupart d'entre nous n'ont même pas douté de son authenticité. Quoi qu'il en soit, l'ambiance paraît authentique car le centre commercial du film était bien réel. Après Fast Times, la Galleria est devenue la référence absolue. Tous les films pour adolescents rêvaient de cette énergie de liberté et de lumière dans l'ère de restauration. Le centre commercial est passé de simple lieu de shopping à véritable icône culturelle du jour au lendemain. La Galleria originale a finalement été rénovée au milieu des années 90. La Galleria a disparu. L'Arcane aussi. Un Orange Julius coûte sans doute environ 9 $ maintenant, mais pendant 90 minutes, ce centre commercial semble immortel. Et avec lui, cette version de nous-mêmes qui le prenait pour le centre du monde. La plus grande trahison musicale de 1982. Il y a une scène dans Fast Times at Ridgemont High qui est gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vue. Vous savez, cette scène avec Phoebe Cates, la piscine, la sortie au ralenti, le rêve éveillé de Judge Reinhold et la musique en fond sonore « Moving in Stereo by the Cars » qui est restée à jamais associée à ce moment. Impossible d'entendre les premières notes sans que votre cerveau ne complète automatiquement le reste. C'est l'un des thèmes musicaux les plus emblématiques du cinéma des années 80, tout simplement. Alors forcément, quand on s'est précipité pour acheter la bande originale officielle de Fast Time, elle n'y était pas. Ni sur la face A, ni cachée sur la face B. Elle avait tout simplement disparu. À cause de problèmes de droit, Moving in Stereo a été omise de la bande originale de 1982, alors qu'il s'agit du morceau le plus mémorable du film. Si on le voulait, il fallait acheter séparément le premier album de la série, sorti en 1978, qui, il faut le dire, est un disque bien fourni, donc ce n'était pas vraiment un drame, mais le principe est scandaleux. Le moment musical le plus inoubliable du film n'a pas été retenu pour la bande originale. Tu n'avais qu'une seule mission, Elektra. Une seule. C'est complètement absurde. La vérité qui sent le pepperoni. La scène de la livraison de pizza dans Fast Times at Ridgemont High est l'un des moments les plus cultes de la comédie des années 80. Spicoli commande une pizza entière pour la classe de M. Hun. Le livreur entre sans gêne, tend le colis en plein cours. Commande le double fromage et saucisse ici même, mec. Sans complexe, sans hésitation, sans excuse. Et pour certains lycéens, ce n'était pas de la fiction. Avant Uber Eats, les élèves qui cherchaient à provoquer leurs profs faisaient exactement la même chose. L'assurance absolue d'un adolescent qui, en regardant une classe pleine d'élèves, s'est dit « Ouais, il faut du pepperoni ».
Mais personne n'avait anticipé ce qui s'est passé après la sortie du film. Fast Times a transformé l'idée d'apporter des pizzas en classe en un défi national. Du jour au lendemain, dans chaque école américaine, il y avait au moins un élève qui appelait Domino's depuis une cabine téléphonique et donnait au livreur un numéro de chambre au lieu d'une adresse. Les professeurs ont passé le reste des années 80 à intercepter les livreurs de pizza dans les couloirs et à confisquer les parts comme s'il s'agissait de contrebande. Tout cela parce qu'une seule scène avait donné à toute une génération la même idée terrible et géniale, au même moment. Désormais, la plupart d'entre nous étions tellement terrifiés par notre propre livreur de pizza qu'on n'osait même pas mâcher du chewing-gum en classe. Mais pour les quelques courageux qui ont osé tenter l'expérience, vous êtes des légendes. Bon, on est à la moitié de cette liste, alors on fait une petite pause parce que je veux savoir si vous vous souvenez d'avoir couru jusqu'au centre commercial, d'avoir cité Spacoli en cours ou d'avoir fait semblant de maîtriser le plan en 5 points. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime » et dites-le nous dans les commentaires. Vous étiez plutôt Spicoli, Brad, Stacy ou plutôt du genre discret Monsieur Hand? La tragédie de la Z28 et les débuts d'une légende. Au début des années 80, une Chevy Camaro Z28 était le summum de la royauté sur les parkings des lycées. Polie, rugissante, elle criait presque « Je suis meilleure que toutes vos voitures ». Ça y est, dit. En posséder une, c'était avoir réussi. En détruire une, c'était s'attirer des ennuis. Spicy a choisi la violence. On ne voit jamais l'accident, seulement les conséquences et le récit paniqué de Spicy. Et honnêtement, c'est pire. Votre imagination a fait tout le travail. Pour tous ceux qui ont passé leur adolescence à bichonner une vieille bagnole avec un peu d'espoir et un bouchon d'essence mal vissé, c'était une véritable épreuve d'horreur. Mais vient ensuite la dissimulation, et c'est typiquement le genre de raisonnement qu'on attend d'un adolescent. Spicy essaie de faire porter le chapeau au lycée Lincoln. Pas de plan machiavélique, pas d'alibi, juste du désespoir et un rêve. Le plus beau, c'est que Jefferson y croit dur comme fer. La vengeance s'ensuit et il déchaîne alors sa fureur restante sur le terrain de football, jouant comme si le fantôme du Z28 le coachait depuis le bord du terrain. Une virée en voiture, une dissimulation, l'une des réactions en chaîne les plus jouissives de la comédie des années 80. Et pour toute une génération d'enfants obsédés par les voitures qui n'avaient même pas de quoi payer l'essence, on riait, on grimaçait, et on remerciait intérieurement le ciel que ce ne soit pas notre voiture. Le calcul du plan en 5 points. Imaginez, vous, un ado de 16 ans stressé et en pleine crise existentielle au bal de promo, ce plan en 5 points n'avait rien d'une blague. C'était parole d'évangile. Mais voilà le hic. Dans le livre original de Cameron Crowe, le récit autobiographique qui a inspiré Fast Times at Ridgemont High, il n'y avait même pas 5 points, il y en avait 3. Oui, un plan en 3 points. Lors de l'adaptation scénaristique, quelqu'un a judicieusement compris que 3 règles étaient loin d'être suffisantes pour étayer le personnage de Damon. Ils l'ont donc étoffé. 5 points. Plus de suspense, plus d'illusion, plus de comédie. Et puis, Robert Romanus a livré le tout comme s'il donnait un cours magistral à Harvard Business School. Ne laissez jamais transparaître à quel point vous l'appréciez. Dès que possible, écoutez la face A de Led Zeppelin 4. Où que vous soyez, c'est là qu'il faut être. Pendant 1 minute et demie environ, il nous le présente comme une vérité scientifique implacable, comme s'il avait percé le mystère de l'amour universel, et on a gobé tout ce qu'il disait. Au moins la moitié d'entre nous a essayé la technique du point 4 en soirée. Vous connaissez le truc. S'adosser à un mur et hocher la tête d'un air détaché. Imaginez que vous aviez absolument l'intention de vous retrouver seul et près du bol de punch. Pendant ce temps, dans le film, le plan tourne au fiasco, car, surprise, demander des conseils en matière de relations amoureuses à un revendeur de billets n'est peut-être pas la voie de la maturité émotionnelle.
Mais pendant un instant magique en 1982, Dean a offert à toute une génération d'adolescents maladroits un cadeau inestimable. Complètement injustifié et totalement erroné, mais la confiance n'en était pas moins présente. Plus de 40 ans après, on la cite encore comme s'il s'agissait d'une étude scientifique validée par les pairs. L'auteur de cette plainte en serait fier et probablement toujours célibataire. Amy Heckerling, reine du film pour Ado. Amy Heckerling se fichait bien de l'opinion des autres. Fast Times at Ridgemont High était son premier long métrage, et elle a transformé l'œuvre de Cameron Crowe en une tranche de vie adolescente en banlieue à la fois bouleversante, hilarante et parfaitement maladroite. À 27 ans, fraîchement diplômée de l'AFI, elle s'est vue confier les rênes d'un film rempli d'inconnus, de fast-food de centres commerciaux et d'un chaos classé R à faire transpirer un producteur dans sa veste. Ce qui distinguait Heckerling, c'était le ton. En 1982, la plupart des réalisateurs auraient exploité ce sujet comme une simple source de gags. On aurait fait monter la sauce, on aurait ri des gamins idiots, et hop, le tour était joué. Heckerling a fait tout autre chose. Elle nous faisait rire, certes, mais elle nous faisait aussi ressentir quelque chose. Les crises de nerfs des personnages sont hilarantes, mais on compatit avec le type parce qu'on a tous été à sa place. Et cet équilibre, drôle sans être cruel, est bien plus difficile à trouver qu'il n'y paraît. Elle a ensuite réalisé Clueless plus de 10 ans plus tard. Le fait qu'elle ait si bien cerné les adolescents à ces deux époques en dit long sur son instinct. Mais tout a commencé ici, au lycée Ridgemont, avec une jeune réalisatrice qui, sous une comédie adolescente un peu facile, a décelé une véritable profondeur. La plupart des premiers films tombent dans l'oubli. Heckerling est devenu un modèle. Dans Fast Times at Ridgemont High, une scène mémorable est passée inaperçue à la plupart des spectateurs en 1982. Brad Hamilton, coincé à un feu rouge, est vêtu d'un uniforme improbable, mélange entre le capitaine Crochet et une friteuse, comme s'il avait perdu un pari contre le service des costumes. Une femme dans la voiture voisine jette un coup d'œil à cette scène tragique et éclate de rire. Cette femme, c'est Nancy Wilson du groupe Heart, celle de Barracuda, Crazy on You, guitariste légendaire depuis les années 70. Nancy Wilson. Cette apparition surprise est due au fait que Wilson sortait avec Cameron Crowe à l'époque. Quand votre petit ami écrit la comédie pour ados la plus commentée de 1982, il semblerait qu'on se retrouve malgré soi dans une scène. Nancy et Cameron se marièrent 4 ans plus tard, en 1986, et cette union continua de porter ses fruits sur le plan créatif. Wilson composa la musique de plusieurs projets ultérieurs de Crowe, notamment celle de Almost Famous, film semi-autobiographique retraçant l'adolescence de Crowe en tant que journaliste rock. Ainsi, celle qui avait ri du pire moment de Brad Hamilton a finalement contribué à la bande originale de l'un des films musicaux les plus appréciés de tous les temps. Pas mal pour une apparition éclair en lumière rouge. Le vrai Monsieur Hand existe bel et bien. Monsieur Hand était un véritable rabat-joie. L'ennemi juré de Vibes, le seul homme du sud de la Californie insensible au charme des surfeurs de Spicoli. Mais voilà, il n'était pas un méchant de dessin animé sorti tout droit d'une salle d'écriture. Il était réel. Monsieur Hand est en fait inspiré d'un véritable professeur, un homme obsédé par une seule chose, son temps. Pas le temps de classe, pas le temps partagé, son temps. Chaque murmure, chaque distraction, chaque tranche de pepperoni égarée, c'était un vol personnel à son temps. Alors, au moment de choisir l'acteur pour le rôle de Monsieur Hand, ils n'ont pas pris un hurleur hystérique. Ils ont choisi Ray Walston, un professionnel chevronné qui savait que la véritable autorité ne s'exprime pas par la violence, mais par la sérénité. Walston n'a pas explosé. Il a observé. Il a marqué une pause. Et il a récité ses répliques avec le calme d'un homme qui remplit des formulaires concernant votre avenir. Monsieur Hand travaillait parce qu'il n'était pas malveillant.
Il voulait sincèrement que vous appreniez l'histoire des États-Unis et que vous arrêtiez de faire comme si Woodstock avait encore lieu dans le couloir. Pourtant, à Seasons, lorsqu'il a déchiré ses billets de concert, c'était comme un crime fédéral. Rétrospectivement, il était peut-être le seul adulte de l'immeuble à penser à long terme, mais à Ridgemont, c'était une figure emblématique. Ce type nous rappelait que, même si le parking semblait ensoleillé, le monde réel continuait de pointer. Le pari à 5 millions de dollars. La stratégie d'Universal pour Fast Times at Ridgemont High était simple. Confier 5 millions de dollars à une réalisatrice débutante et la laisser faire un film pour ados sans prétention. Budget modeste, attente modeste, laissons les enfants chanter. Vendons quelques billets et passons à autre chose. Pas de récompense, pas d'impact culturel durable, juste de la chair fraîche, de l'angoisse et le popcorn qu'ils pourront vendre. Pourtant, personne n'avait prévenu le public. Le film a rapporté plus de 27 millions de dollars aux États-Unis, soit plus de 5 fois son budget. Les adolescents faisaient de la queue, se faufilaient dans la salle et entraînaient leurs amis pour le revoir une deuxième, voire une troisième fois. Cette comédie pour adolescents, classée R et sans star, a rapporté une somme dérisoire selon les standards hollywoodiens et a même surpassé des films bénéficiant d'un marketing 10 fois supérieur. Quant à cette classification R, le studio était persuadé que ce serait un désastre. Aucun adolescent ne paierait pour voir ce film. Pendant ce temps, nous, les membres de la génération X, cherchions des solutions de contournement. Des contrôleurs distraits, des frères et sœurs aînés serviables, un timing stratégique. Chacun a trouvé un moyen d'entrer. Ce pari modeste s'est transformé en un succès retentissant et a fondamentalement redéfini les codes de la comédie pour adolescents. Hollywood a compris que si l'on traite les adolescents comme de véritables êtres humains, avec leurs moments gênants, leurs boulots ingrats et leurs humiliations sociales, ils sont prêts à débourser des sommes colossales. Universal a empoché le pactole. Nous, on a gagné un classique culturel. Et honnêtement, je trouve que c'est un échange équitable. Le jeune détective infiltré qui nous a offert Spacoli. La plupart des scénaristes préparent un film en lisant des livres, en menant des entretiens et parfois en passant un long week-end sur les lieux de tournage. Cameron Crowe, lui, s'est inscrit au lycée. Non pas comme simple visiteur, ni comme observateur muni d'un bloc-notes et d'un badge, mais comme élève. En 1979, à 22 ans, il convainquit le proviseur du lycée Claremont de San Diego de le laisser se faire passer pour un élève de terminale sous le nom de Dave Cameron. Une année entière. Cours, rassemblement d'encouragement, rencontre mystère à la cafétéria, l'expérience complète. Et il ne s'agissait pas d'un journaliste blasé en quête d'un article. Crowe avait déjà fait une tournée avec Led Zeppelin à Seas Ends et écrit pour Rolling Stone à l'adolescence. Il avait fréquenté des légendes du rock et avait décidé que la véritable histoire se cachait dans les couloirs d'un lycée de banlieue. Il s'imprégnait de tout. Les ragots, les conversations sur le parking, les danses maladroites, le type qui s'était fait livrer une pizza en plein cours. Chaque instant était consigné dans un carnet de terrain, comme un correspondant de guerre immergé dans le quotidien pendant la seconde. C'est pourquoi Fast Times at Ridgemont High ne sonne pas comme si des adultes essayaient de deviner comment parlent les adolescents. Les dialogues n'ont pas été peaufinés dans une salle d'écriture. Ils ont été inspirés de conversations réelles, dans de vrais couloirs, de vraies cafétérias et de vraies salles de classe. À la sortie du livre, les élèves de Claremont ont enfin compris ce qui s'était passé. Le garçon plus âgé et discret, qui ne parlait jamais en classe, consignait tout. Spicoli, le surfeur désabusé par excellence, modèle de tous les personnages de fumeurs de joints au cinéma depuis, inspiré par de vrais élèves que Crowe a observés au lycée de Claremont. Brad Hamilton, le saint patron de tous les adolescents humiliés lors d'un job d'été, tirait des notes que Crowe a prises sur plusieurs élèves avec lesquels il s'était lié d'amitié. En 1979, la plupart des jeunes de 22 ans cherchaient à comprendre Rent.
Crow, lui, était en train de créer une capsule temporelle, celle qui a révélé de futurs lauréats d'Oscar, redéfini la comédie adolescente et nous a offert un film dont on se souvient encore plus de 40 ans après. Tout ça parce qu'un type a levé la main dans un lycée où il n'avait rien à faire et a dit « Ouais, je suis Dave, je suis nouveau ici. » Et c'est « Joe ici. » Et voilà. Du journalisme d'infiltration aux acteurs oscarisés qui ont commencé par commander des pizzas en cours, Fast Times at Ridgemont High était bien plus qu'une simple comédie pour ados. Si cette analyse approfondie vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres anecdotes insolites sur les films et séries qui ont bercé notre jeunesse. Et n'oubliez pas, même si le parking semble ensoleillé, quelqu'un vous surveille toujours. Merci d'avoir regardé. C'était Remember When et on se retrouve pour un prochain épisode.